Kikou. Bonjour à tous, on dit Kikou chez Mastéos. Bienvenue sur notre Mastéos Talk 2022. On est vraiment très honoré que vous soyez là à 19h à l'heure de l'apéro, un jour de semaine, alors qu'il y a un dîner presque parfait sur W9 et n'oubliez pas les paroles sur France 2. Merci. Merci aux salariés, aux équipes Mastéos qui sont là ce soir. Plus par contrainte RH et parce que ça serait mal vu de rentrer, mais ça nous fait quand même plaisir que vous soyez là. Et aujourd'hui, on a 3 ans. On a déposé les statuts il y a 3 ans, jour pour jour, un 8 février pluvieux. 2 mois plus tard, Notre-Dame brûlait. Et je ne sais pas toi, Maxime. D'ailleurs, Maxime, j'ai oublié de t'introduire. Tu es mon associé, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, on a créé ce projet à deux il y a 3 ans. Et je disais, Notre-Dame a brûlé 2 mois plus tard. Et pour moi, Ça fait déjà 3 ans. Mais non, mais Notre-Dame, j'ai l'impression que c'est arrivé il y a 1 an. Mais j'ai la même impression pour Mastéos. Donc, Et Notre-Dame, le chantier, t'as quand même 10 ans pour refaire une toiture. T'imagines s'ils avaient un client Mastéos en face? La vie Google. Nous, on a quoi, 3 mois? Si on a 2 semaines de retard, c'est terminé pour nous. C'est pas les mêmes règles du jeu, c'est pas les mêmes niveaux d'exigence, j'ai l'impression. Mais bon, les travaux, c'est compliqué. C'est au cœur de ce qu'on fait chez Mastéos. On va vous rappeler pendant ce talk la genèse du projet. C'est pas un cours d'histoire, donc on n'y passera pas trop de temps. On va surtout vous parler des grandes tendances du marché et de ce qu'on a fait de bien en 2021. Ce qu'on a sous le capot en 2022, on vous réserve pas mal de surprises. Et enfin, on répondra à vos questions en live. Donc si certains sont clients et qu'il manque une ampoule sur un chantier à Marseille, n'hésitez pas à nous en faire part pendant les questions à la fin du live. Je vais vous parler, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce qu'on considère être notre mission chez Mastéos. Notre mission, elle n'est pas seulement d'enrichir nos actionnaires, que l'on salue d'ailleurs si nos amis de chez Daphne nous regardent. Notre mission, elle va au-delà et je pense qu'elle est double. On a 2 utilisateurs finaux de notre service. On a les investisseurs et on a les locataires. Et on s'en est rendu compte que cette mission, elle est double. Et l'idéal, ça serait de faire en sorte que les investisseurs soient fiers d'avoir eu un impact positif sur la société à travers leur investissement. Parce que le locataire est heureux et parce que le logement est respectueux de la planète. Et si on arrive à réconcilier l'intérêt patrimonial de l'investisseur avec l'impact sociétal du projet, on a gagné. D'où notre slogan qu'on a mis en anglais pour donner un petit effet Walker Texas Ranger. Make our investors proud and our tenants happy. En d'autres termes et en français, on pense qu'il n'y a pas de meilleur investissement que de bien loger les gens. Je répète, il n'y a pas de meilleur investissement que de bien loger les gens. Sans transition, lancement d'une petite vidéo qui résume nos 3 années. Kikou. La machine a... On a une bonne équipe créa. Hein. ouais, j'avais pas vu la vidéo, elle est trop bien. Je suis encore sous le choc. Alors, passons aux choses sérieuses. About Mastéos. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je rappelle le concept. On aide les gens à investir dans l'immobilier locatif. Et on fait tout de A à Z. On s'occupe de l'acquisition du bien dans une dizaine de villes en France et dans 3 pays en Europe, de la rénovation, de l'ameublement, de la mise en location, de la gestion et maintenant de la comptabilité. On fait tout avec une couche de digital par-dessus, à travers l'app Mastéos. Et on va revenir rapidement sur la genèse du projet avec Maxime qui s'en souvient un peu mieux que moi. Moi, je me souviens juste qu'on était dans un bar à un moment au premier étage.
et qu'on prenait des bières en essayant de s'occuper, parce qu'on était plus ou moins tous les deux au chômage. T'en parles mieux que moi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as lancé Mastéos il y a 3 ans? Déjà, l'envie d'entreprendre, on l'avait tous les deux. On a pas mal réfléchi à pas mal de sujets. En effet, on était les premiers, pourront peut-être s'en souvenir, on était au premier étage d'un PMU dans le 11e, exactement. Et on a essayé pas mal de choses. On voulait s'attaquer au marché de l'immobilier parce que déjà, c'est un marché qui nous intéressait. Et en plus, c'est un énorme marché avec beaucoup de choses à faire. C'était un marché un peu en perte de confiance avec beaucoup d'innovations on va dire, à lancer. Et on a lancé ça du coup en 2019 avec pas mal de réflexions sur qu'est-ce qui pouvait être amélioré. On s'est attaqué à une seule niche, celle des investisseurs particuliers qui rencontraient un énorme problème. Parce que tout le marché était concentré sell-side et il y avait un gros trou côté de l'acheteur. C'est ça, l'acheteur n'était pas représenté, on voyait que du Stéphane Plaza côté vendeur, et nous, on aidait nos amis au début à investir en province, et ils étaient super mal conseillés. Exactement. Donc ça, c'était la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'était que... en fait, un projet immobilier, la grosse complexité, au-delà de trouver le bien, de le trouver parfois très loin, de réaliser les travaux qui sont très complexes, etc., c'est en plus d'avoir affaire à souvent une bonne dizaine d'interlocuteurs, deux notaires, un vendeur, une agence, une team travaux, enfin, je ne vais pas lister toute la suite, mais l'idée c'était vraiment de créer un one-stop shop, et c'est ce qui est la plus grande valeur aujourd'hui de Mastéos, c'est de fédérer à un seul endroit tous les métiers, et donc d'avoir une continuité à la fois de la data et des métiers sur toute la chaîne de valeur, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Mastéos. Exactement, donc intégrer tous ces métiers et digitaliser l'expérience, ça c'est l'étape d'après. On va parler de tous les métiers qu'il y a chez Mastéos parce qu'il y en a un paquet. Juste les métriques, quand on a commencé, en 2019, on était moins de 10, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, on faisait un deal par mois. L'année d'après, en 2020, on était entre 30 et 50, on faisait 4 deals par mois. Et l'année suivante, on a fini à 200 et on était sur un trend à 20 deals par mois. Aujourd'hui, on fait 100 projets par mois. Et on est 240 salariés aujourd'hui dans la boîte, donc c'est énorme. On est présent dans 10 villes, que je ne le listerai pas, peut-être Tanguy nous les listera. Et on a ouvert la Belgique et l'Espagne récemment. Tout va très vite. Je vais juste vous parler des métiers qu'il y a dans la boîte, parce que c'est assez impressionnant. Et notamment, on recrute 200-300 personnes aujourd'hui, enfin cette année. J'ai ma RH, Maëlle, qui m'a envoyé un chart sur tous les métiers représentés dans Mastéos. On a l'équipe d'Amastas qui s'occupe des locataires, la com, les partenariats, la culture, la data, la tech, l'Europe, la finance, le marketing, le RH, la chasse, l'innovation process, le produit, le recrutement, la rénovation, et rénovation, il y a quand même 70 personnes, je vous passe le nombre à chaque fois, la gestion locative, les conseillers qui sont 45 en tout dans l'équipe, les projets stratégiques et le studio Créa. Donc on a une petite vingtaine de métiers. Si vous avez des cousins au chômage, qu'ils envoient leur CV, on recrute, on en reçoit une centaine par jour et on aimerait continuer à recevoir les meilleurs profils. Voilà pour les métiers, les people et surtout vous, la communauté. Vous êtes 35 000 à nous suivre entre LinkedIn, Instagram, Facebook, la newsletter avec mes éditos philocatifs un peu perchés que certains prennent la peine de lire et que je salue. On est assez heureux de cette communauté et on pense qu'on a bien travaillé. Est-ce qu'on s'arrête là ou On a fait pour moi la première grande marche. On est passé de un peu, c'est le 0 to 1, là c'était 0 to 100 deals par mois. Et là on est sur la deuxième grande épopée, celle de passer de 100 deals en France par mois à 1000 projets par mois, et ce sur toute l'Europe de l'Ouest.
Ok, 1000 projets par mois. J'espère que les fonds VC qui nous écoutent ont noté notre ambition sans limite. Mais on n'est pas en peine en termes de levée de fonds en parlant de ça. On a levé 16 millions d'euros en tout depuis la création. Évidemment, on a bien plus gros dans le capot, mais je ne peux pas en dire plus. Les clients ont investi 200 millions d'euros entre les deals qu'on a closés et les deals en cours. Je ne sais pas si Tanguy, tu vois ce que ça fait déjà, 1 million. Non, il ne voit pas. Et bien là, c'est 200 millions qui sont passés entre nos mains. 50 000 mètres carrés vendus, 100 projets par mois, je l'ai dit. L'application Mastéos a été téléchargée un peu plus de 10 000 fois. Voilà, on a une bonne couverture médiatique grâce à l'excellente Farah Achab, notre attachée de presse, qui nous a rendu si visibles cette année. Et voilà, 10 villes, 230, même 240 employés maintenant. Et tous ces chiffres ont vocation à grossir cette année. Et là, la slide qui fait un peu mal un mardi soir à 19h, je vais être rapide, mais je tiens à vous rappeler à quel point, historiquement, on n'a jamais vécu de période aussi favorable à l'investissement économique. Le chart que je montre à l'écran, c'est ce qu'on appelle les taux réels US. Et en fait, ce qu'il faut comprendre en voyant ce chart, c'est que on emprunte à 1% sur 20-25 ans, et l'inflation, elle est à 5. En Europe, en tout cas, on est entre 4 et 5. Et en fait, il n'y a pas besoin d'un doctorat en macroéconomie pour comprendre que si j'emprunte à 1 et que j'ai 4 à 5% d'inflation, et ben en fait, je gagne la différence. C'est ce qu'on appelle les taux réels. Ce que je dois à la banque diminue du montant de l'inflation chaque année. Et l'actif que je possède s'apprécie du montant de l'inflation. L'actif immobilier et mes loyers qui sont revalorisés. Bref, c'est un contexte historique extrêmement favorable à l'investissement qu'on n'a jamais vécu auparavant. Par ailleurs, l'accès au crédit en France, nous qui aimons bien nous plaindre de plein de trucs, et c'est Geoffroy, notre directeur Europe, qui me disait ça, c'est le marché du financement des investissements locatifs est le plus favorable de toute l'Europe. On est sur une loan-to-value, c'est-à-dire une loan-to-value à 100%, donc un niveau d'apport très bas. En gros, on a juste à mettre les frais de notaire. En France, il y a d'autres pays moins bien lotis. En Italie, en Grèce, en Espagne, il faut mettre 30% d'apport. En France, on peut mettre 0, on peut mettre 5, on peut mettre 10, mais ça reste hyper faible. En gros, on fait travailler l'argent des autres. C'est la banque qui finance le bien, ce sont les loyers qui remboursent la banque, et Mastéos peut s'occuper du reste. On a certains petits frottements qui vont arriver cette année. Il y a le Haut Conseil de la stabilité financière qui a un peu durci les conditions de calcul de la capacité d'emprunt, mais ce n'est pas un frein. Il y a eu 300 000 investissements locatifs réalisés cette année en France. C'est historique, on n'a jamais eu un chiffre aussi élevé. Et malgré le HCSF, malgré les passoires thermiques, malgré tous ces frottements, malgré l'encadrement des loyers, on est sur des années records. C'est la part du locatif sur le marché immobilier la plus importante d'Europe. On a 30% des ventes. Dans d'autres pays d'Europe, c'est plutôt 15%. Donc on a une énorme culture de la pierre en France. Et c'est pour ça que je pense que c'est dans ce pays que la future licorne immobilière naîtra. Et parce qu'on a une telle culture de la pierre. Voilà pour ce petit chart un peu boring, un peu corpo. Place à la rigolade avec Jérôme qui va nous parler des valeurs. Je fais juste un petit mot avant de t'introduire. Les valeurs, quand on a une entreprise, c'est toujours un peu crispant parce que plus on en parle, moins on en a en général. Et j'ai la faiblesse de croire qu'on est l'exception qui confirme la règle. On en a 4. Je pense qu'on tente de les incarner du mieux qu'on peut, même si ce n'est pas encore parfait. Et j'aimerais bien que tu nous en parles. GG, le roi du placo, responsable historique de l'activité travaux, à toi. Eh ben, bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis Jérôme, le roi du placo. Je suis cofondateur et COO de Mastéos. Et du coup, comme le disait Thierry, je vais vous présenter les 4 valeurs de Mastéos, que sont la confiance, la bienveillance, la passion et l'unité. C'est des valeurs qu'on n'a pas choisies au hasard, au pifomètre. C'est des valeurs qui sont importantes pour ce qu'on fait. Je pense que vous l'avez tous compris, on fait de l'investissement locatif clé en main. On n'est pas juste une agence immobilière, une entreprise du bâtiment, etc. Les valeurs, c'est très important pour toute entreprise, mais encore plus pour Mastéos, pour l'investissement locatif clé en main, qui regroupe énormément de métiers. Donc je vais partir pour la première valeur, la confiance. On a besoin de la confiance de nos investisseurs. Sans ça, ça serait impossible qu'un projet se déroule bien. On a aussi besoin de confiance avec tous les intervenants de la chaîne. Sinon, on aura des bâtons dans les roues et ça sera juste pas possible de pratiquer. Voilà, il faut savoir se faire confiance et particulièrement chez Mastéos dans ce qu'on fait. Ensuite, la deuxième valeur, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je te laisse continuer. La bienveillance, je pense, tu vas en parler. Oui.
la bienveillance, qui est notre deuxième valeur, qui est également très importante. C'est vrai qu'il s'agit chez Mastéos de protéger nos investisseurs à tous les niveaux. Il ne faut pas leur trouver le premier bienvenu, il faut bien vérifier, faut bien vérifier les documents notariaux, officiels, etc. Il y a un certain nombre de paramètres qui fait qu'on doit avoir une forme de bienveillance autant envers nos investisseurs qu'envers nos locataires pour boucler la boucle. Ensuite, notre troisième valeur est la passion, c'est un peu la flamme. On a beaucoup de passionnés chez Mastéos d'immobilier de bâtiment, peut-être aussi parmi nos clients, parmi nos partenaires, etc. Mais au-delà de ça, on considère que chez Mastéos, on crée des moments de passion, puisque qui n'a pas connu un moment passionnel en ayant son premier appartement? Et alors, pour rappel, la passion, c'est un état émotionnel, intellectuel qui dépasse la raison. Donc typiquement, le locataire qui est prêt à rajouter 50 € dans son budget pour un appartement parce qu'il est juste waouh, fait par Mastéos, c'est un moment passionnel. Donc on estime qu'on crée des moments de passion à tout niveau et ça se ressent beaucoup chez Mastéos. Et enfin, la quatrième et dernière valeur qui est l'unité. Comme je le disais, on a énormément d'intervenants chez Mastéos et dans l'immobilier en général, au sein de nos partenaires. Et du coup, sans cette valeur, sans l'unité, ça serait également très compliqué d'opérer. Il faut que les personnes aillent dans la même direction sur un but ultime, investir en immobilier. Enfin, c'est vraiment merci Jérôme. Et l'unité, enfin, faut rappeler la complexité opérationnelle qui est absolument stratosphérique dans notre métier. Je pensais aux cuisiniers dans les étoilés qui ont des équipes à gérer. Je trouve ça assez impressionnant ce qu'ils font. Et honnêtement, quand on voit la complexité de ce que vous avez à faire, parce que GG s'occupe du terrain, c'est impressionnant. Et parfois, moi maintenant, en tant que client Mastéos, j'ai un peu de bienveillance envers quand je parle à des gens des travaux, parce que je vois l'enfer que c'est. Effectivement, si on n'est pas unis, comme il y a 40 métiers qui sont impliqués dans la transaction. Effectivement, il y a tellement de raisons, enfin, il y a tellement de problèmes possibles sur toute la chaîne que sans ces valeurs, ce serait compliqué, quoi. Voilà, c'est des investissements qui se font avec des prêts sur 20-25 ans. Ça engage toute une vie. Et voilà, c'est pas... On n'est pas Mère Teresa, mais je veux dire, il y a quand même un enjeu hyper fort et vital pour la société. Et donc on prend ce qu'on fait très à cœur et très au sérieux. J'espère que vous en êtes certains. Je vais vous laisser partir, mes jeunes amis. Merci. Et on va féminiser un peu le plateau en accueillant Laura et Léa. Voilà, bienvenue. Léa, qui est une cliente Mastéos. Je peux les applaudir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Léa, merci de t'être déplacée un mardi soir pour venir nous voir. Tu es une de mes premières clientes, je crois qu'à l'époque c'était moi ton conseiller. Oui. Ouais. Et tu as acheté une colocation à Roubaix. Tout à fait. Est-ce que tu peux me rappeler, toi, quel est ton contexte professionnel ? Oui. Du coup, je cumule 2 jobs. Je suis mannequin et j'ai en parallèle une société de robes de mariée sur Paris. D'accord, donc c'est vraiment le profil bancaire idéal, mannequin et couturière en freelance avec des revenus aléatoires. Donc quand ce genre de client vient nous voir, on est ravis. Est-ce qu'on a réussi à t'aider un peu ou pas ? Oui, complètement. Tu peux être transparente et parler aussi des moments négatifs, hein, mais pas trop. Voilà. Oui, en réalité, j'avais un petit peu d'argent de côté suite à une histoire familiale. Et comme tu l'as si bien dit, j'ai pas vraiment la situation idéale et le CDI qui va bien pour mettre aucun apport de ma poche et avoir la banque à mes pieds. Et du coup, j'ai fait les démarches, j'ai commencé un peu à regarder de mon côté dans un premier temps. Et je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué. De par déjà l'investissement initial et les recherches qui prennent beaucoup de temps et clairement j'avais pas le temps et du coup de par des connaissances on a été mis en contact
Et j'avoue que tu m'as un peu rassurée, dit que c'était pas impossible de faire un achat, même dans ma situation. Et donc je me suis rapprochée de ma banque pour avoir un petit peu des idées en me disant voilà, moi mes revenus ils sont comme ça, qu'est-ce que je peux avoir? Et en fonction de ça, tu m'as ensuite aiguillée en me disant et en m'expliquant aussi les différents taux de rentabilité en fonction des villes, des régions, etc. Et donc après on a mis un peu la machine en route et tu m'as mis en relation avec un autre conseiller. J'ai refilé le bébé à quelqu'un d'autre? Un peu, ouais. C'est qui déjà? Je sais plus Okay. parce qu'après j'ai vu une offre passer via votre Plateforme. voilà, via la plateforme et du coup je t'ai contacté directement. Mais voilà, j'ai vu l'offre passer par rapport à mon budget. J'ai beaucoup aimé la facilité d'utilisation de l'application qui permet de savoir en fonction de tes revenus, est-ce que ça va être rentable ou pas, combien ça va te rapporter en fin d'année, est-ce que tu vas être dans le rouge ou pas. Et du coup, direct, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit Thierry, celui-là, je le veux. Et voilà, puis après, c'est allé super vite et j'ai eu aucun souci. En tout cas, sur l'acquisition, c'est allé très très rapidement. Alors, en tout cas, on va revenir dessus. Est-ce qu'il y a eu quelques frottements sur la partie opérationnelle? Alors du coup sur toute la partie achat, sur toute la partie achat, j'ai eu aucun souci, parce que ça a été très vite. Enfin du côté de la banque, de votre côté. Enfin franchement, j'ai même pas eu à me déplacer, donc c'était génial. Aurélien qui s'est occupé de moi sur la région Nord m'a vraiment aidé. Il est même venu avec moi chez le notaire pour signer, donc c'était très cool. Et après c'était plus forcément une coloc dit roulement et donc non, il n'y a pas eu de travaux. J'ai pris tel quel, c'était déjà en bon état. Voilà, ce sera peut-être à venir dans le futur, mais pas tout de suite. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est pourquoi tu as choisi Roubaix. Parce que tu te dis, une mannequin, t'associes ça au monde des paillettes et tu te retrouves à Roubaix, qui est une très belle ville. Hein, et tu peux raconter un peu pourquoi cette coloc, pourquoi Roubaix? Ouais, en fait, comme je te disais, au tout début, j'ai regardé sur Paris, région parisienne, parce que bêtement, je pense que tout le monde se dit, je vais acheter là où j'habite. Voilà, parce que ça sera plus simple de gérer. Et sauf que clairement, Paris, ça coûte une blinde et que j'ai pas cette blinde. Et en plus, tu m'avais très bien expliqué tout ce qui était taux de rentabilité. Mais au-delà de ça, sur l'histoire, j'aime bien le fait que tu aies des colocs qui étaient des étudiantes en mode et que tu as l'ESMOD à Roubaix, qui est historiquement la ville où étaient les couturiers, les tisserands. Et j'ai bien aimé le fait que venant du mannequinat, tu investisses dans un bien qui rappelle la mode avec des étudiantes en mode et tout. C'est vrai que ça a été un peu le petit clin d'œil, sachant qu'il y en a dans la coloc qui sont à S-Mode. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas anodin. Et au final, j'ai un peu découvert, parce que j'avoue que je connaissais pas forcément trop cette région-là. J'étais à Lille, mais pas autour. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles, c'est assez dynamique. Enfin, je sais qu'il y a vraiment de quoi faire. Et c'est ça qui m'a aussi rassurée sur le fait qu'il y a plein d'écoles, donc plein d'étudiants, et que les colocs là-bas, il n'y a pas de souci. Merci pour ton témoignage, Léa. De rien. Il y a assez peu de négatifs dans ton témoignage, pourtant je t'ai pas payé. Hein. Mais je veux dire, par là, je veux dire que c'est assez rare qu'un projet se déroule de manière absolument fluide malgré tous nos efforts. Est-ce que toi, il y a eu des frottements? Oui, il y a eu. Donc en fait, quand moi j'ai pris la coloc au mois de mars, donc ça va faire un an dans un mois. Donc au début, j'ai pas eu de soucis. Après, il y avait déjà le Covid et du coup, les locataires n'étaient plus à l'école. Donc en fait, elles avaient aucune utilité à rester dans la coloc. Elles préféraient rentrer chez leurs parents pour pas payer de loyer supplémentaire. C'est tombé en plein été. Donc au mois de juin, j'en ai 2 qui sont partis sur les 3. Et donc il a fallu les remplacer. Donc forcément, pendant 1 ou 2 mois, j'ai eu qu'une seule locataire. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que là, on va perdre des clients. Non, mais après, c'est l'été, c'était normal. Enfin, je vais pas. Voilà, et après c'est revenu et le dernier était un peu plus compliqué à trouver, mais voilà, après je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est le turnover inhérent à la coloc. C'est ça, c'est que faut le prendre en compte. Et aujourd'hui tu es rentière. Ouais. Non. Je gagne même trop d'argent là, c'est un peu chaud. Non, le but n'est pas d'être rentier. Contrairement à ce qu'on peut voir de temps en temps sur YouTube, le but c'est déjà d'exploiter sa capacité d'emprunt. Laura, toi qui es dans mon top 40 des meilleurs conseillers, est-ce que tu peux, toi qui es au contact quotidien avec les clients, nous raconter un peu les différents frottements qu'ils rencontrent, ou plutôt nous parler avant des projets types que tu as pu faire avec des clients? Ouais, Et présente-toi d'abord, juste pour comment tu es arrivé chez Mastéos.
Alors, initialement, moi, je venais pas du tout du monde de l'immobilier. J'ai acheté 2 biens en perso et je me suis dit que j'avais envie de faire ça toute la journée, d'accompagner des gens. Donc, j'ai un background plutôt entrepreneur et de conseil. Donc, une vie pas très fun, quoi. Et là, du coup, maintenant, je m'éclate. Donc, c'est vraiment mieux. L'idée, ce soir, c'était de vous montrer un petit peu différents projets pour vous dire aussi qu'il y a pas de bons ou de mauvais projets, il y a juste des projets qui correspondent à différents investisseurs, différentes stratégies. On vous a sélectionné 2 exemples. Donc le premier, c'est un exemple d'une colocation à Marseille avec 4 chambres, donc plutôt une grosse colocation. La stratégie sur un projet comme celui-ci, c'est d'avoir plutôt de la rentabilité. On est sur un projet à 265 000 € tout inclus, avec une rentabilité à 9,5% brut, ce qui est assez intéressant. Et là, dans ce cas-là particulier, en fait, on le voit sur les stratégies patrimoniales. Tu vois, les bâtiments, c'est pas forcément les plus beaux bâtiments qu'on ait eu l'occasion de croiser. C'est juste des bâtiments qui sont souvent des années 70, par exemple, où tu vas pas chercher le cachet. Là, tu vas chercher un plan qui est bien organisé. Le client, il veut avoir du revenu sur son investissement et donc il cherche à optimiser avec de la coloc, avec les risques que ça implique. Et pour te parler des frottements qu'on a pu rencontrer sur cette colocation-là, c'est pas forcément lié à l'appartement, c'est plutôt lié à la copropriété. C'était une grosse copropriété, donc il y avait des impayés. Ça fait partie du travail qu'on rencontre tous les jours, en fait, et les notaires, ils nous accompagnent beaucoup là-dessus. Les notaires partenaires, on peut en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Ça fait partie du risque que l'investisseur il est obligé d'accepter. Donc là, en l'occurrence, on a eu la mauvaise nouvelle qu'il y avait des impayés dans cette copro. Maintenant, ramener au prorata de l'appartement, c'était pas si significatif. Mais tu vois, c'est pas une bonne nouvelle quand je dois prendre mon téléphone et que je dois appeler le client en lui disant « Écoute, là, bon, il y a quand même des impayés, il faut que tu en aies conscience. Si tu veux continuer, il faut que tu acceptes ce risque. » C'est aussi ce qui te mènera à cette rémunération-là. Et on les interdit de se rétracter à ces clients. Évidemment, ils ont le couteau sous la gorge. Non, bien évidemment, quand c'est nécessaire, en fait, on leur dit là, les impayés sont trop importants. Il vaut mieux qu'on s'arrête là et qu'on passe au suivant. Donc, on a un vrai devoir de conseil, d'ailleurs, par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est sur les projets rentables, effectivement, sur les colocs, faut accepter le turnover. Là, c'est un bien qui est en train d'être mis en location. Donc, j'ai pas encore de retour concret, mais à l'opposé, on a choisi un autre exemple pour vous montrer aussi que vous pouvez avoir une stratégie différente et tout aussi viable. C'est un projet plutôt patrimonial, en plein centre de Bordeaux, donc c'est un petit studio de 16 mètres carrés. On est sur un projet environ à 165 000 € tout inclus. Et là, la stratégie, c'est clairement pas de faire du cash flow chaque mois. Au contraire, il y a un effort d'épargne. Maintenant, c'est un investisseur qui a accepté beaucoup moins de risques. Donc c'est un bien qui est extrêmement liquide, puisque c'est un petit bien, donc si jamais il veut s'en séparer, ça va être facile. Les locataires, on peut les trouver facilement, parce qu'en fait, le loyer est raisonnable par rapport à la surface, etc. Donc, il n'y a pas de turnover. Et en fait, s'il y en a, déjà, il y en a moins que sur une coloc, et en plus, on retrouve le locataire derrière beaucoup plus vite. Donc en fait, pour avoir ce type de sécurité et en fait un investisseur qui n'a pas besoin de se poser ces questions-là, eh bien effectivement, la stratégie patrimoniale, elle est assez idéale. Et là, c'est un très bon exemple. On ne le voit pas encore très bien, mais la vue est pas désagréable sur les pierres de Bordeaux. Dommage, le ciel n'est pas bleu, mais d'habitude, il est bleu. Et c'est un bel immeuble, en fait. Là, vous êtes sur de la pierre bordelaise. Je pense que l'investisseur, il est assez fier de ce qu'il a acheté. Et c'est souvent dans une logique de, voilà, il y a peut-être mes enfants qui vont investir, tu vois, lapsus, qui vont étudier à Bordeaux et qui, du coup, un jour récupéreront cet appartement. Donc, voilà. Et merci. Il faut rappeler que le rendement va avec le risque. Exactement. La corrélation, elle est mécanique. Elle est mécanique. C'est des maths, en fait. Là-dessus, il n'y a pas de doute à se poser. Si vous voulez de la rémunération, il faut être prêt à accepter un risque. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter un risque, eh ben, il faut tout simplement revoir vos prétentions de rémunération. Mais ça sera toujours mieux que le cliché du livret A à 1%. Et c'est quoi le risque ? Moi qui ai vécu aussi l'expérience d'investisseur, pour moi, je le définis comme une charge mentale. C'est un peu vague, mais c'est vrai. En fait, l'immobilier, c'est systématiquement une charge mentale. Et la rémunération, elle est corrélée à la charge qu'on a envie de se mettre, avec ou sans Mastéos. Moi, j'ai bêtement été attiré par les sirènes du rendement. Au début, je me suis retrouvé dans les pires patelins de la planète, notamment à Hénin-Beaumont, où j'ai signé un immeuble à 12% sur le papier. Et en vérité, il me faisait du 3% les bonnes années. Pourquoi ? Parce que mes locataires, je ne peux même pas les assurer.
pleurer tellement ils sont de mauvaise qualité financière. J'ai des squats, j'ai du turnover, j'ai des dégradations, il n'y a pas de plus-value. En fait, il n'y a que des problèmes et ça m'a mis une charge mentale terrible, surtout que c'est pas mon seul. Donc, et j'en ai fait plusieurs du même type et ça m'a vraiment fait changer d'équipe. Je suis passé de la team rendement à la team patrimoniale parce que j'ai réussi à faire un petit invest à Marseille sur le Vieux-Port, sur un appart pas rentable du tout, un peu surpricé, et j'ai jamais été aussi heureux. J'ai gagné plus d'argent sur le patrimonial que sur le rendement parce que j'ai fait de la plus-value avec Marseille. J'ai zéro souci parce que mes locataires ils sont de super bonne qualité, le bâti il est nickel. Voilà. Donc j'ai tendance à dire pour ceux qui nous regardent, soyez pas trop excités par le rendement. Le patrimonial, on peut faire beaucoup d'argent. En plus, c'est l'argent de la banque qu'on fait travailler. Il ne faut pas hésiter à se décharger un peu de charge mentale. Mastéos règle pas mal de problèmes, mais on ne règle pas tous les problèmes. Il y a quand même quelques frottements qui subsistent. Oui, effectivement, j'ai en toute transparence, j'ai pas la main sur le notaire vendeur, j'ai pas la main sur le vendeur, j'ai pas la main sur l'agent immobilier. Sur la copro. Sur la copro. Sur la mairie. Ouais, en fait, on pourrait continuer la liste pendant longtemps, mais c'est vrai qu'en fait, il faut, ce qu'on dit toujours, on essaie d'être transparent au maximum. C'est pas parce que Mastéos est là qu'on va éviter tous les problèmes. Simplement, je vais sans doute les repérer avant le client et je vais sans doute l'aider à trouver une solution beaucoup plus vite. On les traite un peu plus efficacement quand on est en solo, quoi. Carrément, même, ça c'est sûr, mais voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de la déco, parce que les gens ne savent pas forcément qu'on a un pôle déco assez costaud. Oui, effectivement, c'est une équipe qui est assez aboutie chez Mastéos. L'idée, c'est de proposer des packages clés en main, et ça rejoint avec ce que tu disais sur la charge mentale. On a tous connu les courses chez Ikea où en fait on va se taper les 57 cartons et puis après on trouve pas la vis qu'il faut pour monter le meuble. Ça, c'est une charge mentale que tu as si tu fais tout toi-même aussi. Le meuble qui s'appelle comment ? Sgrunt. Exact. Tu vois ? Ok. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est de décharger aussi pendant la fin du parcours, vous venez de rénover, c'est de décharger cette partie-là. Et donc l'équipe déco, vraiment, c'est une équipe solide de plusieurs personnes qui réfléchit au style qu'on peut mettre dans les appartements. Et c'est assez abouti parce que là, l'objectif, c'est de faire des packs complets. Donc on met pas 3 cuillères quand on est une coloc de 4, on met des cuillères. 4 cuillères. On en met même plus, figure-toi. Mais attends, tu sais que moi j'ai commandé un pack meuble pour Marseille en perso. Ouais. Et par ailleurs, lors de l'émission M6, ils m'ont fait visiter nos propres entrepôts. Et j'ai découvert en live avec le journaliste à quel point les packs meubles chez Mastéos étaient hyper fournis. Et il y a combien d'éléments dans un pack meuble Mastéos ? Je crois qu'il y en a plus de 150. Donc en fait, c'était impressionnant. Voilà. Moi, je l'ai reçu, j'avais des items, enfin vraiment, j'avais des couteaux de cuisine, j'avais des dessous de tasses, j'avais une table à repasser, j'avais une bouilloire, exactement. Des canapés, des lits, des tringles à rideaux, des balais, j'avais tout. Derrière, il y a une stratégie de se dire, ok, comment je fais pour retenir mon locataire ? Déjà, comment je fais pour attirer le meilleur locataire ? Et le meilleur locataire, il sait qu'il a un bon dossier, donc potentiellement, il va quand même avoir le choix des appartements. Et en fait, dans les packs meubles, vous avez non seulement ce qu'il faut pour vivre, mais un peu plus. Donc il y a de la déco et il y a tout ce dont il faut pour que les locataires y restent longtemps. C'est vraiment l'idée. En plus, il y a d'ailleurs des avantages fiscaux liés aux meubles qu'on peut déduire. Donc, en vrai, c'est que du plus. Et là, c'est l'idée d'avoir un package tout complet, pardon. Et livré, monté. Exactement. Livré, monté, installé. Et ton locataire, il arrive, il pose son bagage et il dort. Après, l'idée, c'est aussi de se dire, par contre, en revanche, l'investisseur, il n'intervient pas dans le choix de ce pack meuble. L'idée, c'est de le décharger jusqu'au bout. Donc, c'est quand même, ça s'adresse à des personnes qui veulent décharger. Donc, si c'est un plaisir pour vous de décorer, c'est peut-être pas adapté. Parce qu'effectivement, on ne changera pas la couleur du canapé parce que vous n'aimez pas tel item. Mais l'idée, c'est vous achetez un pack de meubles et quelques semaines après, votre locataire arrive et vous n'avez rien fait. Voilà. Voilà pour la déco. On salue nos décoratrices qui sont un peu moins d'une dizaine, il me semble. L'équipe aussi, ouais, effectivement. Charlotte qui est à la tête. Qui est à la tête de cette équipe. Je voulais saluer aussi ma maman et nos partenaires qui sont assez nombreux, et notamment les notaires qui sont vraiment, attention, un mot compliqué, consubstantiels à notre activité. On travaille avec 2 études de notaires avec qui on partage des bureaux. L'étude Choris à Marseille, quasi exclusivement tournée sur les deals Mastéos, et l'étude Jeu de Paume à Paris. Et c'est des notaires dont on est très proches, qui ont de grandes qualités humaines, qui viennent physiquement à nos bureaux. On partage même dans notre nouveau château à Marseille les bureaux avec nos notaires de Marseille, c'est-à-dire qu'on est physiquement dans les mêmes bureaux. Et les notaires sont essentiels à notre activité.
Par ailleurs, on travaille avec énormément de partenaires travaux en tout genre, qu'on salue. On travaille avec des courtiers, Préto, qui s'occupent de nos financements. Alors Préto et Mastéos, c'est quasiment une même société. Je pense qu'on va fusionner à un moment, à force d'avoir littéralement la même clientèle. On a Uncle qui garantit nos loyers impayés. On a, qui j'oublie, Laura, Buddies qui s'occupe de la compta. Avec Géraud, à Marseille aussi. Ouais. Et l'idée de ces partenaires, c'est vraiment de créer des partenariats de travail. Nous, derrière, on veut tester ces professionnels pour que ce soit le plus fluide possible pour nos clients. Donc, ce n'est pas une logique business, c'est une logique de travail. Ouais, on n'est pas là pour récupérer des rétrocommissions de chaque effectivement. partenaire. Ils sont physiquement avec nous, on les adore. Et puis aussi nos actionnaires, nos banques, nos leveurs, etc. Donc on est un vrai écosystème et on est ravis d'en faire partie. Je vais vous remercier, les filles. Merci Léa. Oui. Et on va réaccueillir le jeune Maxime qui a mis une chemise pour l'occasion, ce qui est assez rare pour qu'on le souligne. Maxime, on va parler de choses sérieuses, de ce que nous réserve l'avenir après avoir parlé du passé. Qu'est-ce que tu as en tête pour 2022 ? Toi qui as une vision qui ne cesse de m'impressionner à chaque fois, il sort des plans, je lui dis mais Maxime, c'est débile, c'est impossible. J'ai l'impression d'être dans La Vérité si je mens avec un type qui part complètement. Et en fait, à chaque fois, on atteint ses objectifs. Et maintenant, je me mets à te prendre au sérieux. Qu'est-ce que tu as comme objectif délirant pour 2022 ? Pas mal d'objectifs. Comme je l'ai rappelé au début, on est passé de 0 à 100 là globalement en 3 ans. C'était un peu les 3 ans des fondations de Mastéos. Par mois. Hein. Ouais, 100 deals par mois, bien sûr. Maintenant, on passe on va dire à la vitesse 2. On va se charger de créer le premier étage et de développer le business, tout simplement. Donc, en France, l'idée, c'est cette année déjà de passer, de faire x3 sur le nombre de deals mensuels, mais ça veut dire x3 sur le nombre de projets rénovés, les projets meublés, la gestion. Sachant que la gestion, en plus, c'est une vraie courbe exponentielle parce que contrairement aux autres services, le premier mois, tu fais 100 projets. Le deuxième, tu fais 110, tu en as 10 de plus. À la gestion, tu prends 100 locataires au premier mois, 110 au deuxième, tu en as 210 à gérer sur le deuxième mois. Donc c'est vraiment une courbe exponentielle. Et je pense que là, c'est notre plus gros challenge opérationnel. Les 2 premières années, on était vraiment une boîte pratiquement 100% immobilière. La deuxième année, depuis l'année dernière, on est une boîte où on a mis énormément d'efforts sur les travaux, sur le staffing des travaux, etc. Sur l'exécution, sur les process, sur essayer de satisfaire au mieux nos clients là-dessus. On a fait d'énormes progrès sur ce service. Et là, on est en train d'opérer la même mue sur la gestion. Et l'idée, c'est de faire x3, x5, x10 sur notre nombre de lots. Et donc, sur nos équipes pour gérer tout ça. Sur notre communication, je sais qu'on n'est pas encore au top sur le côté communication, notamment post-deal. Et on est en train de créer du coup une équipe d'account manager qui va en fait suivre le client post-deal sur toutes ces problématiques qu'il va rencontrer pendant 5, 10, 20 ans avec nous et qui va se charger chaque année d'évaluer l'expérience qu'il a avec Mastéos, mais et aussi évaluer son patrimoine. Est-ce que son patrimoine a pris de la valeur? Avoir une analyse là-dessus, avoir une analyse sur quel est le bon timing pour revendre, ce genre de services complémentaires, les impôts, la compta, tous ces services en fait qui sont nécessaires à l'investisseur. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Gestion, suivi post-deal. Merci. Et c'est assez ambitieux, effectivement. Pas mal d'autres projets, hein, si tu veux. Je sais, mais on va en parler après. Ouais. Non, mais juste, l'autre gros projet, c'est le staffing des équipes. Passer de 240 personnes
à 500. C'est le vrai projet de Mastéos cette année. C'est pratiquement 300 recrutements, beaucoup d'onboarding, beaucoup de gens à former. Et je tiens à féliciter toutes les équipes People. On a quand même 8 personnes au recrutement, 8 personnes au RH, 4 personnes à la culture pour onboarder tous ces gens. Et je tiens à les féliciter parce qu'ils ont un gros travail cette année. On reçoit combien de CV par jour ou par mois? On est sur une trend à 3-4 000 CV par mois. Donc on dispose d'une très belle exposition. On attire beaucoup de bons profils et on est très sélectif. Mais malgré le fait d'en recevoir beaucoup, on est toujours en recherche de passionnés, de gens qui sont à la fois experts métiers et qui sont capables de s'inclure dans un tout, à la fois sur le fait d'être expert métier, expert dans la collaboration avec les autres, le bon état d'esprit, les bons soft skills, c'est ça qu'on cherche. Le mouton à 5 pattes. Exactement. Et il faut qu'il ait une bonne note Uber. Ouais, essentiel. Merci. Non mais c'est vrai, j'ai vu que, en fait, comme sur Tinder, ils montrent leur note Uber, tu sais, sur 5, et ça montre à quel point tu es une bonne personne, parce que si tu te comportes bien avec un chauffeur Uber, tu te comporteras bien dans l'équipe. T'es à combien, Thierry? Alors, moi, j'essaye d'être adorable avec les chauffeurs, et je me fais super mal noter. Alors, je suis à 4,6, et je crois que c'est assez mauvais sur le... Ouais, moi, je suis catastrophique, je suis à 4,4. Alors, je crois que c'est parce que tu arrives en retard en permanence, toi. Exactement. Voilà. Passons Uber. Et on va lancer une nouvelle vidéo que je n'ai pas vue. Yeah. Belle journée. En 2022, il faut arrêter avec le langage corporate ou le langage de start-up. Il faut absolument arrêter avec les retouches à outrance. Il faut s'assumer, les gars. Il faut complètement s'assumer. On est là pour s'assumer. Faut finir avec les abonnements de salles de sport. On n'y va jamais. Avec la mauvaise humeur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le Covid, il y avait pire. Le plastique. En 2022, il faut arrêter avec le plastique. Avec les concurrents. On va arrêter d'être sérieux un peu. On va arrêter de perdre du temps sur des trucs inutiles. Il faut vraiment arrêter avec le Pinel. Ça sert à rien. 2022, donc il faut arrêter avec... Arrêter avec les rentas surfaites en investissement locatif. Savoir aussi se laisser driver par les experts du marché. Que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut arrêter avec les petits chiens qui c'est partout dans les bureaux parce que c'est chiant. On peut demander à Chardy, il a encore marché dedans vendredi dernier, même si je les aime beaucoup. Avec les spits, je dirais. On en a trop. On va devenir une ségrégation spitzienne et ça m'angoisse. Il faut arrêter avec les gens qui se plaignent des spits. Hein, pas vrai, Win? On va arrêter avec le fait de parler que français, porque ahora somos una empresa europea. Il faut arrêter de prendre les locataires pour des parce que ça va pas. En 2022, il faut arrêter de mettre sur son CV en loisir musique et cinéma. Tout le monde aime le cinéma. Il faut arrêter de tourner en rond de manière individuelle et avancer ensemble vers un seul objectif. Merci l'équipe Créa. C'est beau. C'est de ma place, je crois. Ouais, on va faire venir Tanguy. Les vrais experts de la croissance, quoi. Le coup des vrais experts. Tanguy et Geoffroy. Bienvenue. Tanguy, le roi de la blockchain. On peut l'applaudir. Et Geoffroy. Et Geoffroy, qui est notre monsieur Europe, qui est la personne la mieux rasée de la boîte. Ou la plus imberbe. Non, la mieux rasée, parce que t'as quand même... Je peux? Tu peux. C'est hyper dur. C'est doux. Ouais, bon, on en reparlera. Mais très bien, en tout cas. Et donc, Geoffroy, on l'a rencontré, je ne sais plus comment, mais en tout cas, je sais... Un ami qui a acheté avec Mastéos. Ah oui, très bien. Et c'est vrai que toi, avant, tu avais fait des investissements en Europe. En Espagne, notamment. Ouais, j'avais fait 3 investissements locatifs avec à chaque fois la même spécificité. C'était que c'était toujours à plus de 400 km de mon lieu de domicile. Et j'avais jamais acheté dans mon pays. Donc j'avais acheté quand j'habitais en Suisse, j'avais acheté en France. Ensuite j'avais acheté en Espagne. Et une fois que j'avais déménagé en France, j'ai acheté en Espagne. Donc en fait je n'ai jamais acheté dans mon pays. Donc j'étais un peu un espèce d'ovni. Et quand je suis tombé sur Mastéos, qu'on a commencé à
à discuter et que j'ai vu ce que vous faisiez, je me suis dit, mais en fait, c'est une entreprise absolument folle et qui fait un truc génial sur un secteur sur lequel il y a personne qui fait le one-stop shop de ça. Et moi, en plus, j'avais déjà fait des rénovations intégrales de logements en Espagne, en habitant à Lausanne. Et gérer des travaux déjà à distance, ou déjà dans la même ville, c'est compliqué. Mais alors là, c'est encore plus compliqué. Sur le budget travaux, si on peut parler des erreurs personnelles, à la base, on voulait faire 30 000 euros de travaux. On a fini à 70. On peut appeler ça une petite marge de manœuvre d'erreur. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que Mastéos était un concept canon. Bah, t'as vu le PR de Flamanville, c'était 4 fois le devis initial. C'est pas si énorme là. Mais et nous, on essaye de rester dans les clous. Pour le coup, je crois qu'on a un delta de 2%, mais c'est hyper dur d'être précis. Et c'est vrai que quand les gens qui ont vécu une expérience travaux en solo et qui arrivent chez Mastéos après et qui comprennent la difficulté de pricer un chantier, ils sont un peu plus cléments, je trouve, que ceux qui viennent pour la première fois et qui se prennent l'immobilier face nord et qui sont surpris des petits frottements. Mais toi, tu as cette expérience-là en Europe. J'ai l'impression que tu fuis la France. Alors, je vais arrêter de fuir la France. Là, cette année, le projet, ça va être justement d'acheter enfin en France, probablement à Marseille, chez Tanguy. Et dans l'idée, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable dont tu parlais tout à l'heure en France. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont des résidents fiscaux français, il faut se rendre compte d'une chance incroyable. C'est que la France est le champion d'Europe du levier bancaire. Et on le dira jamais assez. Vous pouvez vous arrêter sur la rentabilité brute, sur la hausse des prix année après année. Mais en fait, c'est une erreur, entre guillemets. La vraie puissance de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Donc si vous mettez 10% d'apport, la réalité, c'est que vous allez mettre par exemple 20 000 euros et que dans 25 ans, vous allez avoir 250 000 euros si c'est un bien autant financé. Donc c'est assez incroyable de faire x25 sur l'argent que vous allez apporter. Et c'est là qu'il y a la puissance de l'immobilier qui est dingue et qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe parce que, de nouveau, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, en Espagne ou dans des pays comme ça, il faut apporter 35% du prix du projet. Donc nous, avec les 10%, on est vraiment très très bien lotis en France. C'est pour ça que les Français, vis-à-vis de se constituer une retraite ou tout ça, c'est un pays incroyable. Merci. On va revenir sur ton rôle chez Mastéos dans pas longtemps. J'ai introduit Tanguy, qui est un des associés fondateurs qu'on a rencontré au tout début de l'aventure. Il y a de l'émotion dans tes yeux. Tanguy, me fais pas ces yeux comme ça, parce que là, je fonds. Moi aussi, je me rappelle du premier jour. Tu étais venu au bureau, tu passais un entretien dans une entreprise qui partageait les bureaux, et finalement, tu es venu nous voir et tu es resté. Je crois que tu n'as pas été payé pendant 6 mois. Enfin, tu es un des vrais du début, quoi. Et Tanguy, Tangus, le roi de la blockchain. Au début, on a lancé un projet blockchain où on a tokenisé des parts de SCI qui contenaient de la capacité d'emprunt. On avait un peu de mal à expliquer le projet. Et aujourd'hui, Tanguy, il s'occupe de l'expansion en France. C'est lui qui est chargé de... tu vas peut-être l'expliquer mieux que moi. Je te laisse te présenter, mon Tanguy. Yes, thanks. Bonsoir à tous. L'expansion, pour faire une petite rétrospective, depuis 3 ans. Aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de villes. On a environ 45 chasseurs et de l'autre côté, on a 45 sales. Donc les sales, c'est ceux qui qualifient et qui convertissent les projets des chasseurs. On a cru particulièrement sur l'année 2021. On est passé littéralement de 2 conseillers, Sam et Clément, à 45 conseillers qui sont aujourd'hui répartis entre Paris et Marseille, majoritairement Paris. Et nous avons ce projet de décentraliser justement cette force-là pour qu'il y ait les différentes expertises métiers un peu plus proches à l'échelle locale, donc qui est demain 7 hubs. Voilà, je rentre un petit peu dans le détail. C'est un gros projet de 2022. Et sur les chasseurs, donc on a beaucoup d'ouvertures de prévues. Donc 2021 aussi a été assez exponentiel. On a ouvert Lyon, Toulouse et Marseille qui ont toutes les 3 décollé, où chacune est environ entre 15 et 25 deals par mois. Attends, je reviens sur Marseille, mais tu m'avais dit qu'on était l'acteur immobilier qui a fait le plus de transactions de toute la ville au Q4 ou au Q3 ? C'est ça, en fait, parmi les agences, on n'est pas tant comparable à une agence classique, mais si on compare avec les agences traditionnelles, disons, on est à Marseille, d'ailleurs, l'agence ou l'entreprise qui fait le plus de deals par mois. Et ça a été atteint en 6 mois par l'équipe de Marseille. Donc, je salue Kevin qui fait un super job et toute l'équipe. Et sur 2022, nous avons pas mal de villes
dans le Giron, avec François Char qui nous a rejoint très récemment, avec Nice, Montpellier, Strasbourg, Nancy. Non. Si. Non. Si. Non. Si. On peut durer. Vous pouvez applaudir ou pas ça? Et non. certaines. Allez, merci, ils applaudissent, c'est bon. Merci. C'était réussi. Et d'autres villes très intéressantes, plus dynamiques, telles que Brest, Arras. On a d'ailleurs rencontré notre chasseur d'Arras aujourd'hui, Steve, qui est arrivé. Donc 6-7 villes à ouvrir et on se concentre à fond sur l'Europe avec la Belgique qu'on vient de lancer, l'Espagne, et je passe le relais à Mr. Geoffroy. Merci Tanguy, et on oublie de dire que tu vis à Marseille. On est combien dans l'équipe à Marseille? On est une 30aine, tout compris, avec travaux, gestion, chasse. Maintenant, il y a les équipes, partie de l'équipe produit et tech qui sera. On a vocation à être une 60aine d'ici la fin de l'année. Toi, tu as bougé à Marseille comme ça, je me rappelle, tu étais à Paris avec nous, ouais. Et subitement, l'envie t'est venue de vivre à Marseille, et tu nous as quittés, et tu es allé nous chercher un château à Marseille, rue Sylvabel. C'est ça, c'est ça. Et on a l'agence Rue de Paradis aussi. Bon, merci aux fans de l'OM. Et Geoffroy, parle-nous un peu d'Europe, fais-nous voyager. Alors pour faire un petit peu voyager, donc Tanguy disait un petit peu l'expansion en France avec toutes les villes. En fait, on va essayer de construire le leader européen de ce secteur-là de l'investissement locatif, parce que autant il existe dans certaines villes des réseaux de chasseurs, autant des acteurs qui font exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire les 4 métiers dont tu parlais, hein, la chasse, la rénovation, etc., ça n'existe pas, et en tout cas jamais de manière nationale. Donc c'est vraiment, on est vraiment un ovni dans ce secteur-là, et on va essayer de construire ça en France en faisant un maximum de villes, et en Europe aussi, et là on commence avec la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. Ah bon? Ouais. Je te l'apprends. L'Angleterre, on va le faire un tout petit peu plus tard, mais on va le commencer dès maintenant également. Et en fait, l'idée, c'est que chacun de ces marchés a une force spécifique. Par exemple, si on prend la Belgique, et je ne vais pas trop en parler parce que probablement qu'on a essentiellement des résidents fiscaux français qui nous regardent, mais sur la Belgique, on a des spécificités. C'est que la Belgique est le champion d'Europe de l'épargne. Donc ils ont énormément d'argent sur les comptes en banque, sur les comptes d'épargne. Tu parlais tout à l'heure de taux réels négatifs. Alors l'épargne qui est sur les livrets, c'est de l'épargne qui fond comme neige au soleil. Donc il y a un vrai sujet d'aider les gens à mobiliser cette épargne pour la faire travailler. Et en plus, c'est un pays dans lequel, sur Bruxelles par exemple, qui est une capitale européenne où les prix de l'immobilier sont entre 3 et 5 000. Donc si on compare avec la France, où il y a énormément de villes, je ne sais pas, ne serait-ce que Villeurbanne, qui est finalement peut-être plus cher, c'est toi qui connais mieux que moi les prix de Villeurbanne, mais peut-être plus cher que Bruxelles. Il y a vraiment des prix de l'immobilier assez bas. Donc il y a un effet de rattrapage à prévoir. Un effet potentiel de rattrapage, et surtout c'est une ville patrimoniale. Tu discutais tout à l'heure de tes malheurs avec des villes à haut rendement. Mais sur Bruxelles, on va être sur du 3-4% de hausse des prix chaque année et du 3-4% de rendement. Donc c'est extrêmement périn en fait sur le long terme, c'est vraiment des très bons investissements, des investissements qu'on appelle de bons pères de famille. Et en plus, les Belges ont une brique dans le ventre. Ouais. Et ça, c'est une expression pour ceux qui la connaissent pas, enfin on la connaît pas du tout en France, qui dit que les Belges aiment l'immobilier. Et du coup, l'investissement immobilier, c'est leur investissement préféré. Donc le fait de développer Mastéos en Belgique, ça a vraiment du sens. Tu peux nous amener au soleil, un peu comme dirait Jennifer? Oui, évidemment. Ayant acheté 2 appartements moi-même à Valence en Espagne, évidemment qu'on va faire l'Espagne cette année et on est déjà en train de commencer ça. En réalité, l'Espagne, c'est un marché pareil qui est extrêmement intéressant. Et pour le coup, des Français investissent en Espagne. Alors on va les aider à le faire aussi. On va aider les Espagnols à acheter en Espagne, mais les Français à acheter en Espagne aussi. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, on a à peu près 9000 francophones qui achètent en Espagne. C'est un marché sur lequel la rentabilité au niveau national, c'est à peu près 6%. Ça ne veut rien dire au niveau national, mais ça veut juste dire qu'il y a des rentabilités plus intéressantes en général que la France. En France, c'est 5, la moyenne nationale, ouais. En Espagne, c'est 6. C'est ça. Et il y a beaucoup de villes, ne serait-ce que même Madrid, Barcelone et Valence, où il y a encore des très belles choses à faire. Parce que et toi tu le sauras parce que tu es un fan de chiffres, comme il y a eu une très grosse crise en 2008-2009 et une très forte baisse des prix en Espagne, on est encore à des prix de l'immobilier qui sont 25-30% inférieurs à ce qu'ils étaient en 2008-2009. Ça nous paraît incroyable en France parce que nous, on a plus que récupéré. On n'a presque pas vu la crise ou très peu sur la baisse des prix. Mais donc, ça veut dire qu'en Espagne, pour l'investisseur, il y a des vrais bons coups à faire, des vraies bonnes rentas et en plus une hausse des prix. Donc, c'est le meilleur des mondes. Il y a vraiment des très belles choses à faire.
Et t'as pas mal de recrutement à faire, du coup, tu recrutes sur place? T'as combien dans le pipe de croissance d'effectifs? Là, concrètement, on veut construire une équipe d'une 60aine de personnes hors de France. Donc là, concrètement, ça veut dire 30 personnes en Belgique le plus vite possible et 30 personnes en Espagne. Et après l'Angleterre, ça sera aussi la même chose. On va essayer ensuite de tout simplement suivre avec la croissance et avec la capacité qu'on a de servir les investisseurs et arriver à accompagner un maximum de projets. Donc en fait, on n'a pas de vraies limites définies. C'est une réplique de Mastéos, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des travaux, de la gestion exactement comme en France. Exactement, et à terme, on peut vraiment dire que de la même manière que Airbnb est le leader de la location courte durée, on a envie de faire de Mastéos le leader de l'investissement locatif sur ce sujet intégral, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, et tu le disais très bien, la licorne de ce secteur-là, si elle doit venir d'un pays, elle viendra de la France. Parce qu'on est le champion du levier bancaire. D'accord. Et ce que j'aime bien chez Geoffroy, c'est que quand il traîne au bureau, tout le monde le harcèle pour savoir quand est-ce qu'il pourra être muté à Madrid ou à Barcelone. Et le pauvre Geoffroy, il dit « Mais attends, Jean-Michel, tu parles pas espagnol, donc qu'est-ce que tu vas aller faire à nos bureaux à Barcelone ?» C'est la dure vie d'être directeur Europe chez Mastéos. Malheureusement, quoi qu'on a des conseillers qui sont mutés à Bruxelles, mais ils préféraient être à Madrid, quoi. On aura les deux, et en l'occurrence pour l'Espagne, on fera aussi des heureux, parce que clairement, les Français qui achètent en Espagne, c'est un vrai marché, de la même manière que les Espagnols qui achètent en Espagne. Donc on arrivera à faire des belles choses. D'accord. Merci mon Jojo. Là, on va attaquer les choses très sérieuses cette fois, et je vais vous laisser la place à nos deux amis, Harry et Gabriel. Harry! Bonsoir. Harry Knolman. Nolman. Harry Nolman. Welcome here. And Gabriel Klein. Bonsoir. Klein, c'est allemand, non? Oui. Ouais. Voilà, donc l'Europe est représentée. Harry, tu vas nous parler... Alors, d'Amastas, je vais y venir. Gabriel, tu es notre CTO. Je vais parler de produits. Et tu vas nous parler un peu de la tech dans pas longtemps. Amastas, c'est un ovni... c'est un vrai ovni et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, avec plaisir. Du coup, Amastas, si tu veux, c'est la marque locataire de Mastéos. Donc, pour résumer, Amastas, c'est un service de location de logement qui est centré sur le bien-être locataire. Donc, je vais me demander pourquoi est-ce qu'on lance ça. Ouais, vas-y. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sans locataire, tu n'as pas d'investissement locatif. Ça, c'est un fait. Tu as beau avoir une belle renta sur le papier, si tu n'arrives pas à louer ton bien, cette renta n'existe pas. Donc c'est hyper important pour qu'un investissement soit intéressant, et donc pour un investisseur, d'être en capacité d'attirer et de fidéliser des locataires. Okay. Et donc pour faire ça, le meilleur moyen, c'est de proposer un service de grande qualité et d'avoir une stratégie marketing ou de commercialisation des biens qui est extrêmement cohérente et qui s'adresse directement à la cible en question, qui sont là les locataires. Ok, donc par exemple pour ceux qui nous regardent là, on a des investisseurs qui souvent sont aussi des locataires eux-mêmes. Donc quand on vient voir Mastéos en tant qu'investisseur, on va voir Mastéos, et quand on va voir Mastéos en tant que locataire, en fait on frappe à la porte d'Amastas. Exactement. Et là on met en relation ces candidats locataires avec des biens issus de nos ventes côté Mastéos. Exactement. On a aussi des biens qui viennent de l'extérieur et qui répondent au standard. Et qui répondent au standard. L'idée, c'est d'avoir effectivement un standard donc, sur la qualité des biens en elle-même. On va proposer des biens qui sont remis à neuf, qui sont confortables, qui sont bien équipés et qui répondent globalement à des standards d'une génération qui est hyper exigeante. Donc sur cette partie vraiment confort du bien, c'est une partie essentielle. Et ce qu'on veut mettre en place, c'est aussi une expérience locative qui soit dématérialisée et sans friction, de la recherche du bien jusqu'à l'emménagement, ou même plus loin pendant toute la durée de séjour du locataire jusqu'à ce qu'il quitte le bien Amastas. Donc on veut une expérience qui soit fluide. Et avec la marque Amastas, on veut quasiment devenir un média pour les locataires et vraiment s'adresser à eux et donc avoir une voix qui leur soit propre. Là où Mastéos, c'est une marque qui résume le service d'accompagnement en investissement, et donc c'est cible différente, donc message différent et marque différente. Est-ce qu'on est en combat l'un contre l'autre, locataire versus investisseur, ou est-ce qu'on a vocation à se réconcilier? Non, l'idée c'est qu'on soit réconciliés, évidemment. Tu l'as dit au début, notre mission c'est de
bien loger, en plus d'apporter des solutions d'investissement intéressantes. Donc l'idée, c'est que c'est un cercle vertueux. Évidemment, c'est intéressant pour nos investisseurs d'avoir une stratégie qui soit forte pour les locataires, mais le locataire, il va aussi bénéficier de ce service-là. Il va être bien dans son appartement, va vouloir rester plus longtemps, et évidemment, c'est un cercle vertueux. Donc ça fait partie de Mastéos, Amastas, c'est pas une société à part, tu partages les mêmes bureaux que nous. Je partage les mêmes bureaux, évidemment, je suis un petit peu à l'écart. Mais non, c'est pas vrai. Non, si tu veux, toutes les équipes opérationnelles de Mastéos sont impliquées par ce projet. Nous, dans l'équipe Amastas, c'est triste à dire, mais pour moi qui suis start-upper, mais on fonctionne un petit peu comme un cabinet de conseil, et en fait, on accompagne les équipes opérationnelles sur la mise en place du projet sur chaque étape, parce qu'en fait, tout le monde est impliqué, aussi bien les chasseurs sur la façon dont on va chasser les biens, les hôtes de chasse, etc., que évidemment la gestion qui est en contact direct avec les locataires ou les travaux avec qui on a mis en place une charte pour justement avoir un socle, on va dire, qui est le confort optimal pour le locataire, et ce qui va être intéressant pour tout le monde. Est-ce que mon immeuble à Hénin-Beaumont, vous pouvez le prendre chez Amastas ? Peut-être qu'il faudra faire quelques travaux, mais en soi, c'est possible. Après, peut-être que dans les futurs investissements que nos conseillers vont proposer, ce ne seraient peut-être pas les cibles prioritaires. Mais Parce que moi, j'ai mon locataire qui s'est barré avec ma cuisine Ikea et qui l'a revendue sur Le Bon Coin en fin de bail. Et il m'a même gratté mes carreaux pour les revendre. En fait, il m'a désossé l'appart. Voilà, welcome to Hénin-Beaumont. Du coup, si tu arrives à me louer ça, je pense pas que ça corresponde Après, au Amastas, ça standard. n'existait pas encore, et c'est justement pour ça que je dis que tout le monde est impliqué, parce que forcément, dans la stratégie en fait, des biens sur lesquels on va investir, il faut déjà penser à qui est la cible locataire, et comment est-ce qu'on va packager le bien pour que on attire les meilleurs locataires qui restent longtemps, et que l'investissement soit fructueux pour tout le monde. Franchement, je trouve que humainement, c'est pas mal ce que vous faites, parce que vous avez un vrai impact social, blague à part, parce que je veux dire, si tu loges bien les gens et si tu remontes les standards de qualité, même pour nous, chez Mastéos, que tu nous mets la pression pour dire, écoutez les gars, l'utilisateur final, c'est pas l'investisseur, c'est le locataire, c'est lui qu'on doit respecter, même si ça implique de gratter un peu de renta, parce que faut bien loger les gens, c'est la base de ce qu'on fait. Ah, complètement, c'est une partie hyper importante du projet. On part d'un constat qui est au niveau du marché ou même de la société, qui est qu'il y a quand même pas mal de progrès à faire sur le bien-être locataire et ce qu'on peut proposer en termes de services. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui est hyper important. Et voilà. Tu penses que tu seras canonisé un jour ? Que je serai pourquoi pas ? Canonisé, tu sais, c'est être saint, devenir saint. Peut-être, j'espère. J'espère. Du bien-être financier au bien-être locataire. Et je voulais juste reprendre un WhatsApp que tu m'as envoyé, Gabriel, que j'ai adoré sur Amastas. T'inquiète, il n'y a rien de gênant, hein. Gabriel qui nous a rejoint en tant que CTO et qui disait l'association Mastéos plus Amastas, je cite, va avoir l'impact sociétal le plus fort de ces 10 prochaines années quand l'expérience locative aura été transformée pour le meilleur. J'ai trouvé ça très beau parce que c'est vraiment un message que tu m'envoies en perso comme ça et tu témoignes à quel point tu crois au projet Mastéos plus Amastas et son impact social. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Gabriel, est-ce que tu peux, tu vois la belle transition, te présenter et nous expliquer quelles sont tes ambitions pour la tech chez Mastéos ? Donc moi je suis CTO à Mastéos, j'ai aussi la casquette de CPO, donc je m'occupe du produit, de l'équipe produit, de l'équipe tech, data également et design. L'ambition vraiment de l'équipe produit et de la tech, c'est d'être le conseiller digital de nos clients. Ce conseiller qui va les accompagner sur toute la chaîne de valeur qui est Mastéos, cette folle chaîne de valeur avec énormément d'enjeux logistiques et sur des deals qui peuvent prendre plusieurs mois, parfois plusieurs années sur certains deals. Donc plusieurs mois, voilà, jusqu'à 6 mois au moins minimum. Donc voilà, on a besoin d'être proche du client, que le client sache qu'on est voilà dans sa poche, qu'il peut compter sur nous. Donc c'est un vrai enjeu. Et puis derrière il y a tous les enjeux. Donc Amastas, hein, on vient d'en parler. On a juste effleuré un petit peu la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de choses derrière.
Et puis il y a aussi soutenir l'ambition de Mastéos à l'international. En gros, on est clé sur cette ambition-là. Là-dessus, est-ce que tu peux pas juste mettre un coup de Google Translate sur l'app et terminer ? Alors on pourrait, mais en termes d'expérience, le niveau d'expérience qu'on souhaite apporter à nos utilisateurs, il est beaucoup plus fort que ça. Certes, on pourrait traduire l'app assez facilement, mais après il y a beaucoup d'enjeux, notamment sur la partie fiche de biens et financier. On a des spécificités sur les régions, dans certains pays, notamment sur les process. Voilà, sur les process. Donc on parlait d'intégrer la partie notariale, etc. On remercie nos notaires. Et d'ailleurs, moi, de ce que je comprends de la roadmap tech, c'est qu'il y a là, on a un enjeu de matching, mettre les bons investissements devant les bons investisseurs avec une certaine forme d'intelligence. Après, on va avoir un enjeu de suivi du deal flow en temps réel sur l'app. Et dernière brique, telle que moi je la vois, c'est le dashboard locatif pour suivre la performance de ces actifs sur l'app. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura un investissement entièrement sur l'app, y compris avec la partie bancaire et notariale ? Je pense qu'on va s'y approcher. L'idée vraiment, c'est qu'on travaille tous vers ce goal-là. Maintenant, l'aspect humain est aussi très très important chez Mastéos. On y met une grande importance. L'équipe des conseillers ou des gestionnaires, etc., et des chasseurs sont vraiment au contact du client. Maintenant, nous, on va vraiment soutenir cette démarche-là et apporter le plus de valeur vraiment pour nos clients de manière digitale. Donc, effectivement, automatiser les relances, les documents, les signatures sur l'app, tout in-app, exactement. Ouais. Magnifique. Investir depuis son téléphone sur un appart à Marseille tout en regardant Cyril Hanouna. Bientôt possible. Très bien. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci Gab. Merci Harry de nous avoir éclairé sur vos projets. On va passer à la session Q&A. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Et là, je retrouve ma solitude habituelle, à moins que Maxime nous rejoigne à nouveau. On va passer à la partie questions. Donc allez-y, vous qui écoutez le live, posez toutes vos questions. Patrimonial, il y a moins de risques, il y a moins de charge mentale. Rendement, il y a du risque, il y a de la charge mentale, il y a des frottements. Donc c'est un arbitrage à faire en fonction de votre lifestyle, du confort de vie que vous visez et de votre agressivité financière. Le rendement, c'est des villes un peu moins sexy, des façades un peu décrépites, des locataires un peu moins qualitatifs. Et le patrimonial, c'est de la belle pierre au cœur de Bordeaux, zéro problème, mais un petit effort d'épargne qui n'est d'ailleurs pas mauvais à faire, hein, parce que c'est un effort d'épargne qu'on met sur de la belle pierre à 6%, on fait de la plus-value. Moi, j'ai toujours tendance à dire, quitte à choisir, faites du patrimonial. Mettre 100 € tous les mois de sa poche pour un projet qui nous a rien coûté en termes d'apport et qui génère 5-6% de plus que le livret A, c'est toujours bien placé. Je tiens à ajouter quand même quelque chose aussi. Parfois, c'est plus facile de revendre des biens patrimoniaux et c'est plus facile aussi à transmettre à vos enfants plus tard. Peut-être qu'ils ne seront pas passionnés d'immobilier, peut-être que ce sera compliqué pour eux de gérer un patrimoine immobilier et c'est quand même plus facile à gérer quelques biens patrimoniaux que beaucoup de biens à rendement. Enfin bref. Ils peuvent aussi le revendre, mais on comprend l'idée. Après, tu as moins d'histoires à raconter, alors qu'en rendement, tu vois, moi, Hénin Beaumont, j'ai de la matière, si tu veux. J'ai des gens qui se barrent avec la cuisine en fin de bail, j'ai des trucs, tu vois. Toi, tu n'as rien à Bordeaux, c'est l'ennui. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Ok. Alors, deuxième question, attention, vos gains en taille et en nombre de deals ne sont-ils pas synonymes de perte de personnalisation et d'accompagnement pour les investisseurs? Et oui. Ah, les haters. Et je dois répéter la question ou pas? Alors, notre croissance est-elle incompatible avec la qualité qu'on propose? C'est quand même une bonne question. En fait, cette croissance, elle est super bien financée. À la fin, c'est quand même une question d'argent et de ressources. Il s'avère qu'on a la chance d'évoluer dans un environnement où on a un accès au capital hyper facilité. On a fait des levées de fonds à 15 millions. On va en refaire une encore plus costaud cette année. Et en fait, le fait d'être si bien financé, ça fait qu'on est 250 aujourd'hui. Et donc oui, on a une croissance du nombre de deals qui est effarante, mais on a aussi une croissance des effectifs qui accompagnent les clients sur les deals qui est effarante. Je veux dire, on fait 250 deals closés en 2021 avec 250 personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de monde pour s'occuper de tous les clients.
Et la croissance, il n'y a pas de perte qualitative parce qu'on peut financer la montée en effectif qui maintient ce niveau de qualité, voire qui l'améliore de mois en mois. Ouais. Tanguy a rappelé aussi le fait qu'on était présent dans encore peu de villes. Et donc la croissance se fait aussi par l'ouverture du nombre de villes, du nombre de quartiers dans ces villes. On va aller creuser de plus en plus en profondeur. Et donc ça, au contraire, c'est un énorme avantage pour le client. Il y a aussi, on est en train de se structurer, on recrute des profils et on attire des profils de plus en plus seniors. Donc j'ai même tendance à penser qu'on gagne en seniorité et on gagne en qualité depuis quelques mois par rapport à ce qu'on faisait il y a 2 ans. Je ne sais pas si on peut parler du burn chez Mastéos, mais en fait, on met des ressources absolument effarantes au service des clients. Quand je parle de burn, c'est que nous, notre société, elle n'est pas profitable, hein, elle n'est pas bénéficiaire, elle est en perte. C'est assez courant chez les startups, mais cette perte, c'est l'excès de ressources qu'on met sur chaque projet. Et donc, c'est aussi parce qu'on est obsédé de l'expérience client, surtout sur un secteur où elle est rarement incroyable. Ok. Et alors, prochaine question, comment vous utilisez la tech et la data au sein de Mastéos et qu'est-ce que ne voient pas les utilisateurs? Alors, les meilleurs deals, on les garde. Ça, je préfère être transparent. Non, je rigole. Je rigole. Et Maxime, t'es bon là-dessus? Ouais, la tech, il y a un énorme travail qui est fait entre, vous connaissez, mais le CRM, notre back-office métier, beaucoup de ressources tech sont faits pour améliorer la qualité, la collaboration sur les projets de nos clients. Donc ça, c'est un peu invisible. Beaucoup de travail va être effectué côté utilisateur. En fait, globalement, aujourd'hui, on a privilégié plutôt le back-office parce qu'on peut avoir la meilleure expérience sur une app possible. Si le projet n'est pas rénové à temps, si les équipes derrière ne collaborent pas, si le suivi du projet est catastrophique, ça n'a aucune valeur de savoir que votre projet a 3 mois de retard et qu'il va y avoir un dépassement et qu'il n'est pas loué. D'abord, on exécute en interne, d'abord, on met des ressources tech en interne, d'abord, on investit dans la data pour des dashboards clairs pour nos employés, pour nous mieux comprendre où on doit progresser. Et maintenant que tout ça n'est pas encore totalement terminé, mais maintenant qu'on a progressé là-dessus, on met beaucoup de ressources tech sur l'expérience client, l'expérience de l'utilisateur de notre app. Et donc, comme on a parlé Gabriel tout à l'heure, j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, on puisse suivre un projet de A à Z sur une app totalement digitalisée et que tout se fasse là-dessus. Et puis, on va pas mal aussi progresser sur la tech pour tout l'écosystème, brancher directement nos notaires dessus et autres. Et quand ça sera fait, tu vas enfin investir? J'ai déjà investi et on me taquine souvent parce que j'étais un peu le dernier à investir de la bande. Ouais, j'ai déjà fait j'ai un projet à Marseille et là je suis un des premiers clients à Bruxelles. Question, quid du modèle Mastéos avec l'inflation potentielle et la hausse des taux d'intérêt? Sera-t-il encore valable dans 5 ans avec une inflation galopante? Alors je reviens à mon chart un peu boring de tout à l'heure. Pour le coup, c'est vraiment mon expertise, ce sujet. Quand on est dans un contexte inflationniste, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, elle fait fondre la valeur de l'argent. C'est le principe, la définition de l'inflation, c'est ça. C'est que l'argent perd de son pouvoir d'achat. Et donc l'argent que je dois à la banque qui m'a financé mon bien, l'argent que je lui dois, il diminue en termes réels du montant de l'inflation. Donc si j'ai une inflation à 5%, ce que je dois à la banque perd 5% de valeur par an, ce qui est très positif pour moi. Parce que moi, mon salaire a vocation à s'apprécier d'autant. Mon actif immobilier, il est indexé sur l'inflation, donc il s'apprécie. Mes loyers, ils sont indexés sur l'IRL, donc ils s'apprécient. Et ce que je dois à la banque diminue. Donc plus il y a de l'inflation, tant que j'ai financé mon actif par de la dette, plus je suis gagnant. Et quand j'ai 5% d'inflation et que j'emprunte à 1%, et quand bien même les taux d'intérêt vont monter à 2%, j'ai quand même le différentiel qu'on appelle les taux réels négatifs qui sont en ma faveur. Donc même si je loue pas mon bien, si j'ai 5% d'inflation et que j'emprunte à 1, je gagne 4 en termes réels. C'est un peu technique.
Par ailleurs, les taux pourraient remonter. C'est pas parce qu'on emprunte à 2% que le business plan est foutu en l'air. Moi, pour la petite histoire, Marseille, je me le suis acheté avec un emprunt, accrochez-vous. Est-ce que vous êtes accroché? J'ai emprunté sur 35 ans avec une banque qui s'appelle Cafcal. 35 ans, oui, à 2%. Et honnêtement, emprunter à 2 plutôt qu'à 1,5 ou à 1, ça change de manière marginale mon business plan. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça va changer de 15 € par mois ce que je reçois. Donc je suis... En fait, quand tu es investisseur immobilier et que tu finances ton actif par de la dette, tu es extrêmement pour l'inflation. Tu es pro-inflation. Et si les taux remontent, c'est pas grave. Ce qui serait un peu plus grave, c'est que les niveaux d'apport remontent. C'est-à-dire que la loan-to-value baisse. Je rappelle que Thierry a bossé en finance de marché et en droit immobilier. Voilà, merci. Et j'ai eu mention très bien au bac. C'est vrai. Mention au brevet des collèges et j'ai été 12e au concours Kangourou en 6e. Merci. Sans transition avec le concours Kangourou, avez-vous étudié le Portugal ou pas encore? Et est-ce que le marché US est atteignable? 2 questions. Le marché du Portugal, on l'a beaucoup étudié. On a même fait une étude auprès de 1000 sondés pour savoir quelles étaient leurs villes préférées. Le Portugal arrive numéro 2. Enfin, les villes portugaises arrivent numéro 2, numéro 3, Lisbonne et Porto. Donc on va s'y attaquer très très rapidement au Portugal. C'est un peu moins l'Eldorado comme ça l'était il y a 5 ans parce que tous les seniors sont partis prendre leur retraite au Portugal. Ça fait grimper les prix, ça a grignoté les rentas. Donc on est un poil plus excité par l'Espagne en premier choix de pays. Mais le Portugal, ça fait partie de la roadmap. Et pour l'autre question, les US, je t'avoue que c'est un peu lointain pour nous. Il y a déjà un acteur qui s'appelle Mind et un deuxième qui s'appelle Roofstock, pour le coup, qui sont assez costauds. En Europe, c'est un marché qui est relativement vierge sur ce secteur et on préfère évoluer sur nos terres naturelles. On connaît super bien le marché européen grâce à Geoffroy notamment. Donc les US, ça sera pour plus tard. Et Maxime, tu dois apprendre l'anglais entre-temps. Ouais, et les billets d'avion sont chers. Quel est l'intérêt pour vous d'être si proche des notaires? Alors, nos notaires sont hyper sympas pour le coup. Ils nous offrent du champagne déjà. Ouais, et on passe au moins une soirée toutes les 2 semaines avec eux. Non, mais les notaires, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énorme partie du process. En fait, il y a 20% du process qui est notarial. Il y a du notarial, du bancaire, des travaux, grosso modo, et un peu de gestion. Mais le notaire, il a un poids énorme. C'est lui qui va faire toute la due diligence légale, qui va évaluer les risques légaux, notariaux, urbanistiques. Nous, on va faire un check en backup, mais le notaire a un travail d'alerte. Et il y a des pays où les notaires n'ont pas ce poids, et c'est des pays qui ne sont pas rassurants pour faire un achat immobilier. Nous, on a un notariat qui est super fort, extrêmement régulé. Il n'y a aucune visée commerciale parce qu'ils n'ont pas le droit de changer leurs tarifs. Donc, ils sont dans un pur devoir de conseil et une éthique qui, en général, est irréprochable. Et nous, on ne peut pas faire ce travail. On n'est pas notaire. Et c'est hyper important de choisir des notaires qui sont... Nous, les notaires sont à plein temps pour nous. Ouais, ils nous aident aussi à scale, en fait, le process. Les avoir avec nous, non seulement ça permet d'avoir des réponses plus courtes, vous attendez pas une semaine avant d'avoir la réponse de votre notaire, s'il met une semaine à répondre, il est en face de nous dans le bureau, donc clairement ça va pas le faire, mais il nous aide au quotidien à développer notre produit pour que demain tout le process soit vraiment sans friction, et on a besoin des notaires, ils sont une partie essentielle du deal. C'est bientôt l'heure d'aller dîner. Je crois qu'il nous reste une question. Il reste une dernière question et pas des moindres. Vous vous voyez où dans 5 ans? Alors moi, toujours chez Mastéos, mais peut-être à travailler d'un bureau différent, probablement en Pologne ou le plus exotique possible, Portugal peut-être. Mais que le centre de gravité soit exotisé. Ah ouais? Pas Syros, du coup. Si, tu as raison, ouais. Du Nil grec, ça serait pas mal qu'on attaque le marché grec. Non, mais plus sérieusement, le marché européen, il est énorme. Hein. C'est 1,5 million d'investissements locatifs dans l'ancien chaque année. Personne ne s'en occupe. Donc nous, on aimerait bien prendre cette place qui consiste à accompagner de manière efficace les Européens et contribuer à l'homogénéisation du marché européen, à l'homogénéisation bancaire, et des pratiques notariales, etc. Faire en sorte que ça soit aussi facile pour un Français d'acheter en Grèce que d'acheter en France, d'un point de vue bancaire et autres.
participer à cet effort d'uniformisation comme on l'a vu dans d'autres projets européens, mais c'est assez lointain. Il y a tout ça, et puis je pense qu'on sera une boîte avec beaucoup de lots en gestion, et j'ai hâte de vraiment avoir un vrai poids sur les locataires. Aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, ça impacte, on peut le dire, entre 500 et 1000 locataires. L'objectif, c'est qu'on en ait 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 locataires à travers l'Europe pour et leur offrir la meilleure expérience possible. Et je crois vraiment qu'en plus de tout ça, Mastéos peut vraiment changer les choses. Il y a des dizaines... c'est toi qui m'as envoyé la stat cette semaine. Il y a 90 000 appartements à rénover en Europe par semaine. Donc ça nous fait quelques chantiers à faire et j'ai hâte. Je pense qu'à partir du moment où on a un grand parc locatif, on peut vraiment commencer à avoir un impact tangible sur la société. Et ça, c'est un objectif qu'on a. C'est de se dire, putain, on a un impact sur la société qui est vraiment visible. Et Gabriel Klein, que je vais reciter, qui s'est lâché hier soir en m'envoyant des messages random sur sa vision, il m'a envoyé un message très inspirant et je pense que ça sera le mot de la fin. Il me dit, c'est vrai, hein, j'ai rien demandé, je pense que Mastéos peut et doit porter les valeurs de la société de demain. C'est mon CTO qui m'envoie ça par hasard à 10h43. Et moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on peut créer, en créant le projet Mastéos, on essaye de créer la société de demain à petite échelle, avec les valeurs qu'on aimerait y voir. Moyenne d'âge, elle est à moins de 30 ans chez Mastéos, et cette nouvelle génération a envie de voir des logements de qualité, des logements respectueux pour la planète, et généralement une vision du monde qui est celle qu'on essaye de transmettre. Et donc voilà, porter les valeurs de la société de demain, c'est notre projet. Une vision un peu plus agile. Donc moi, je crois vraiment que les gens seront autant propriétaires, mais peut-être ne vivront pas chez eux, parce qu'ils bougeront très souvent. Ils iront vivre 2 ans dans une ville, puis 2 ans dans une autre ville. Par contre, auront des biens locatifs à disposition. Voilà un peu ma vision. T'en es l'exemple parce que tu bouges assez souvent. J'ai l'impression que là, tu t'es fait jarter de chez toi récemment, non? Mais non, mais tous les 2-3 mois, tu bouges d'appart. Non, mais j'aime bien bouger, on va dire. Tu vis où là? Là, je vis au bord du canal Saint-Martin. D'accord. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Vous pouvez juste scanner ce QR code à l'écran et tout simplement prendre rendez-vous avec un conseiller. Je crois qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses, mais je ne sais pas trop quoi. Quelle surprise! Venez tous. Venez. Mastéos, joyeux anniversaire. Wouh! Wouh! Allez, mettez du Covid sur ce gâteau. Bon, merci.